et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question finalement de Laura qui m'a posé la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as voulu devenir indépendante? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as voulu aussi te mettre à ton compte? Alors, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de moi, de mon parcours dans les réseaux. Donc aujourd'hui, je voudrais t'expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu pour que tu puisses toi aussi faire un parallèle avec ton propre parcours et que ça puisse finalement te donner de l'élan, te donner du courage d'y aller. Parce qu'attention, si tu souhaites te mettre à ton compte, souvent, ce que je vois, c'est que c'est pour une notion de liberté, mais on n'a pas tous en fait la même notion de la liberté. Et moi, véritablement, c'est cette notion de liberté dans les valeurs que je suis allée chercher. Et d'ailleurs, juste avant de tourner cet épisode de podcast, en fait, à midi, je me suis retrouvée à manger avec un pilote de la patrouille de France. Et pour venir ici, donc on est au château de l'Empéry à Salon-de-Provence, je suis passée dans une salle rétrospective sur la guerre et en fait ça m'a rappelé toute cette période où mon grand-père en fait a travaillé à la base aérienne de Salon-de-Provence alors qu'on habitait à 200 km de là. Donc rien ne me prédestinait en fait à habiter cette région. Mais ça m'a remis à cœur en fait toutes ces valeurs qui sont si importantes et qui me drivent en fait depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Alors, ce que je veux vraiment te faire comprendre, ce qui m'a vraiment donné le go pour y aller, pour me lancer, c'est vraiment cette prise de conscience sur les valeurs et sur ce que je ne partage pas. C'est-à-dire que travailler pour moi avec des gens avec qui vraiment on ne partage pas du tout la même vision du respect, de l'humain, etc., au bout d'un moment, c'est plus possible pour moi. Donc j'ai dit stop. Voilà, c'était le temps de se lancer. Alors, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. En fait, j'ai fait vraiment une formation, moi, d'expertise comptable. Et tu vas voir que très rapidement, finalement, je te dis que ça fait une dizaine d'années que j'ai à cœur d'avoir ce cheminement sur les valeurs, mais finalement, ça me drive depuis beaucoup plus longtemps que ça. J'ai passé ensuite tous les échelons pour monter jusqu'à l'expertise comptable. Donc, en gros, tu vas jusqu'à Bac plus 5. Le Bac plus 3, je l'ai passé en présentiel. Bac plus 5, je l'ai passé en travaillant en cabinet expertise comptable. Je l'ai présenté en candidat libre. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le stage d'expert comptable, qui est en fait un stage où tu es salarié, CDI à temps plein, etc. Mais concrètement, tu vas avoir une formation particulière pour toutes les missions de l'expert comptable. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai d'ailleurs présenté un écrit de cette matière, de ce diplôme-là. Et ensuite, on a un mémoire à écrire. J'ai validé le sujet du mémoire et ensuite, j'ai eu un style de blocage où je me suis dit finalement, je travaille en même temps avec des experts comptables, mais je me dis, je vais me mettre à ressembler à ça en fait. Concrètement, en fait, j'ai travaillé sur Aix-en-Provence dans un gros cabinet. Je fais une révision comptable, je monte un bilan de fin d'année et là je m'aperçois qu'en fait il y a un problème au niveau des encaissements de chèques et je me rends compte de fil en aiguille parce que j'enquête vraiment, alors ça c'est un truc chez moi, j'enquête, j'ai une mission de détective à chaque fois et je me rends compte que en fait le directeur du cabinet pour lequel je travaille a encaissé à son propre nom un chèque d'un client. Donc autant te dire que voilà, j'ai commencé à baigner en fait très rapidement dans une ambiance où les experts comptables, je me disais mais je peux pas me dire en fait je vais passer le diplôme et je vais devoir forcément travailler en cabinet d'expertise comptable moi aussi et quelque part je vais devenir comme ça. J'avais d'autres experts comptables autour de moi qui pareil étaient des gens qui étaient près de leurs sous, qui n'étaient pas forcément respectueux, qui traitaient mal leurs salariés, etc. Je me suis dit mais non, c'est pas possible en fait. Donc j'ai repoussé jusqu'au jour où finalement le délai s'est éteint et je n'ai finalement pas présenté le diplôme d'expert comptable. Ça c'est vraiment pour t'expliquer. Donc derrière j'ai continué à travailler en cabinet et pendant toute cette période où je travaille en cabinet, finalement je grimpe les échelons au fur et à mesure. J'ai une équipe au fur et à mesure.
1, 2, 3 apprentis qui viennent avec moi, qui passent ensuite en contrat à temps plein. Et vient le moment où, effectivement, quand tu travailles en cabinet d'expertise comptable, il y a aussi cette compétence de vente que tu dois aller chercher. Tu dois faire grossir finalement ton portefeuille qu'on appelle, tout le nombre de clients que tu as, tu dois le faire grossir, c'est ton job. Et c'était pas du tout dans ma nature d'aller vendre des prestations. J'avais vraiment ce blocage à l'époque de me dire, quand je vends des prestations, c'est comme si je mettais une note sur mes compétences, sur ce que je vaux. Et alors là, j'avais un blocage énorme par rapport à ça, mais j'ai appris à le dépasser, j'ai appris à dissocier véritablement les deux, et je me suis retrouvée où finalement j'ai été chercher des contrats absolument de dingue. Un des plus gros contrats finalement du cabinet dans lequel je bossais, qui était en anglais, et finalement pour moi directement je m'étais dit mais c'est no way en fait, ce ne sera pas possible d'obtenir ce contrat-là, et finalement je l'ai atteint. Donc j'ai continué à grossir au fur et à mesure. Derrière, une nouvelle problématique s'est présentée, une nouvelle directrice de bureau dans un gros cabinet prestigieux qui véritablement a des manières de faire qui ne sont pas cohérentes. Je me retrouve à alerter le service RH à Marseille qui diligente une enquête qui fait descendre des gens de Paris pour enquêter. Gros truc, et voilà, finalement la personne s'est fait licencier pour harcèlement, donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est directement le service RH qui a dit que oui, effectivement c'était du harcèlement, c'était pas normal qu'on ait ça au sein du cabinet. Donc autant se dire que j'ai grandi au fur et à mesure professionnellement avec des gens autour de moi qui n'étaient pas ce que j'avais envie, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais cette image-là et je savais en même temps qu'autre chose était possible. Parce qu'en fait, j'ai grandi autour de moi avec des parents qui sont chefs d'entreprise depuis que j'ai 11 ans, 12 ans à peu près. Mes parents, donc quand mon père avait 40 ans, il s'est lancé aussi à son compte, et donc j'ai vécu toute mon adolescence avec le tremplin, mon père qui a commencé dans son garage et qui a progressé au fur et à mesure, et qui a eu des périodes de doute, des périodes de creux, des périodes de difficultés financières, d'incendies, où tous nos biens pouvaient être mis à mal, enfin des périodes très compliquées à passer. Et en même temps, d'autres périodes absolument folles, c'est-à-dire que mes parents ont pu on est monté à plus de 50 salariés avec des filiales dans 4 pays à travers le monde, les États-Unis, le Brésil, la Malaisie, enfin un truc complètement incroyable. Donc j'ai vraiment, et surtout, un mode de management qui était bienveillant, qui prend soin de ses salariés. C'est-à-dire que tous les salariés avaient une ancienneté incroyable, on avait une bonne humeur, une bienveillance, un investissement dans ces entreprises-là qui me font dire, non, en fait, quand je vois ça en cabinet expertise comptable, je me dis, il y a autre chose qui est possible, je le sais, définitivement. Donc j'ai continué, j'ai quitté le monde du cabinet, je suis passée par un autre cabinet indépendant. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, finalement, ça ne me va pas. J'ai accouché entre-temps, je me retrouve avec un enfant bas âge, avec 1h15 de route par jour, à finir tard, sans forcément avoir de reconnaissance derrière. Donc, j'ai pris l'opportunité d'une offre qui était pas loin de chez moi, en entreprise. Et là, c'était un poste de responsable administrative et financière. Donc je me suis dit, je vais me tourner un petit peu, peut-être que le monde des cabinets finalement n'est pas fait pour moi, donc je vais aller voir en entreprise. Ça va me permettre de partir de l'autre côté et aussi de prendre la température au niveau interne finalement, ce que ça donne. Donc dans cette boîte finalement, j'y suis restée pendant 3 ans. J'ai mis à jour des nouveaux outils, des nouveaux process, des nouvelles manières de faire qui ont permis un gain de temps monumental, qui ont permis une expérience auprès des salariés qui était absolument géniale. J'étais vraiment super fière de ça, mais je me retrouve encore une fois avec un turnover de malade, des gens qui se disaient ultra bienveillants, mais finalement quand on dit qu'on est bienveillant, finalement c'est qu'on ne l'est peut-être pas tant que ça. Et au final, voilà, licenciement économique à tour de bras, etc. Moi qui me retrouve en situation où j'annonce aux salariés à chaque fois, toute la procédure.
Les salariés qui me disent à chaque fois, mais toi, tu as un courage en fait de rester là, de dire au revoir aux gens. Et voilà, au niveau du cœur, ça doit être compliqué émotionnellement à gérer. Mais ça se passe bien, je prends sur moi jusqu'au jour où, bien sûr, bien au fur et à mesure quand tu ouvres ta bouche, quand tu donnes ton avis, eh bien ça ne passe plus. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée et on m'a dit un jour, eh bien, viens, dans une situation en plus vraiment pitoyable. J'étais en pleine présentation du bilan de cette entreprise auprès du boss. Et à la fin de la présentation que je fais, c'est bien gentil Amélie, mais finalement, eh bien, on va te dire ciao, bye bye, parce qu'en fait, ils pensaient clairement que j'étais en collaboration avec un ancien associé avec qui il s'était engueulé fortement, ce qui n'était absolument pas le cas, puisque moi j'ai une éthique de confidentialité quand je bosse quelque part, enfin bref. Donc je me suis retrouvée avec l'opportunité de me dire, ok, là finalement, je peux retrouver un contrat salarié, je peux faire ce que je souhaite, ou j'ai à ce moment-là mes parents qui repartaient sur un nouveau projet, qui avaient besoin aussi d'une compétence financière avec eux, et là je me suis dit, mais en fait c'est l'opportunité d'apprendre avec eux et de voir finalement de quelle manière eux réussissent à mettre ce mode de management bienveillant autour de la table, de quelle manière ils réussissent à mener des projets absolument fous. Et donc je suis restée pendant 1 an et demi avec eux, et au bout d'un moment, on avait fait une levée de fonds avec un associé et je sentais au niveau des valeurs, pareil, ça commence à sentir pas bon. Amélie commençait à se rebeller et quand ça part comme ça, je ne suis pas alignée et ça ne me va pas. Donc je me suis dit de la même manière, c'est l'opportunité. Ça y est, en fait, il y a tout, j'ai tous les signes, j'ai toutes les compétences. J'approche des 40 ans comme mon papa. C'est le moment, en fait. C'est le moment ou jamais. Parce que si je n'y vais pas, alors que j'ai l'accompagnement effectivement de Pôle emploi, France Travail, j'ai tout qui est sécurisé, j'ai mon petit qui est à côté de moi, je peux bosser de la maison parce le Covid est passé par là, on peut passer par un système de visio, etc. Donc c'était le moment que j'avais. Et là j'ai dit, allez, c'est parti. Et ce qui m'a vraiment drivé à ce moment-là, c'était de me dire, je veux devenir indépendante. Ça veut dire quoi pour moi, cette liberté d'indépendance? C'est que je prends les décisions. Si je fais une erreur, je suis seule responsable de mes erreurs. Je ne fais défaut à personne finalement. Et je me suis dit, c'est le moment de voir aussi mes capacités et de quelle manière je peux réussir finalement à engendrer peut-être plus d'argent que quand je suis salariée. Je sais que c'est possible, je sais que mes parents l'ont fait, donc je sais qu'en fait, j'ai le boulevard en fait devant moi. Et j'ai développé en fait pendant toutes ces années où je travaillais en cabinet, j'ai travaillé une vision et une manière de faire qui était quand même singulière. C'est-à-dire que très rapidement, au bout d'1 an de travail en cabinet, je me rappelle encore cette période où j'avais mon manager qui était parti en arrêt maladie pendant 6 mois et pendant ce temps, j'avais géré tous les dossiers et quand il est revenu, finalement, les clients, ces clients à la base dont je m'étais occupée, m'ont dit mais en fait, on ne veut plus bosser avec lui, on veut bosser avec toi. Et là, voilà, j'ai senti vraiment que mes compétences, mes qualités, c'était finalement une vision qui était singulière, c'était de la pédagogie où j'explique aux clients finalement le pourquoi du comment. C'était aussi finalement cette reconnaissance que j'ai eue au fur et à mesure où j'ai des salariés qui venaient me voir, me chercher en m'appelant Madame Bonplan, Madame Tout Appli, parce qu'ils me disaient à chaque fois, mais toi tu connais toutes les bonnes astuces. Il y avait vraiment tout ce côté-là. Et ensuite, l'autre côté, c'était que tout le temps, mes managers, mes boss venaient me chercher en me disant « Tiens, fais-nous telle recherche, va enquêter sur tel terrain parce qu'on sait que toi, c'est vraiment ta zone de génie. » Donc, je connaissais toutes ces facilités qui étaient différentes et je savais finalement qu'il y avait quelque chose d'autre à aller apporter. Quand j'ai décidé de me lancer, finalement, je ne savais pas trop à qui j'allais m'adresser. Je partais, mais véritablement dans l'inconnu, finalement. Donc, j'ai commencé
à poser des vidéos, par exemple sur Instagram. Je me suis dit, non, finalement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça que je veux. Donc, je vais aller commencer là-dessus. Mais dis-toi bien qu'au départ, je mettais en avant toutes les astuces que je mettais en avant auprès de mes clients quand j'étais en cabinet. Mais c'est très compliqué quand tu démarres sur Instagram, par exemple. C'est très compliqué d'aller comprendre ce qui va intéresser parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses au départ. Moi, en tout cas, je ne savais pas particulièrement à qui je m'adressais. Donc, j'ai évolué petit à petit. Les premières missions sont arrivées. Les premières missions, forcément, en fait, dis-toi que c'est ton réseau personnel. C'est ça, en fait, tes premières missions, tes premiers clients. Donc, c'est ce qui s'est passé dans mon cadre, bien sûr, parce que les gens voyaient finalement que je postais, j'avais quand même une vision particulière des choses et ils se sont dit, tiens, par rapport aux besoins que j'ai en ce moment, je pense que tu peux m'aider. Mais je te connais aussi, donc je sais que je peux te faire confiance. Donc, il y a vraiment ce truc-là au départ. Et les premières missions que j'ai réalisées, c'était par exemple d'accompagner un proche qui est en micro-entreprise, qui dépasse les seuils bientôt et qui se pose la question de l'après. Et là, va savoir pourquoi, je me suis dit, ok, eh bien moi, je vais aller comparer chaque régime et je vais aller vérifier finalement quel montant de salaire tu vas pouvoir récupérer dans chaque forme juridique. Et là, autant te dire que j'ai été scotchée par les écarts de salaire net que je proposais à mon client en fonction de chaque forme juridique. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc en fait. Donc j'ai continué à travailler de cette manière-là. Pareil, j'ai été sollicitée par une autre nana d'un réseau de nanas d'Aix-en-Provence que je consultais à l'époque quand j'étais en cabinet d'expertise comptable, le petit noyau que je m'étais fait de réseau pro. Et finalement, de la même manière, tiens, je suis en micro et aujourd'hui j'approche du seuil, qu'est-ce que ça va donner, enfin du seuil de la TVA, qu'est-ce que ça va donner pour après, etc. Et là, de la même manière, j'enquête, comme j'ai l'habitude de faire en clientèle quand j'étais en cabinet d'expertise comptable. Et là, eh bien, je découvre au fur et à mesure toutes les astuces. Je mets en place en fait tout le savoir que j'ai. Et là, j'arrive sur un boulevard en fait au niveau des économies dont je me rends compte. Et quand j'en parle à mes clients, j'ai vraiment cet effet waouh. C'est-à-dire que moi, derrière mon PC, quand j'aligne les chiffres, je me rends compte de ce que c'est possible de réaliser comme économie simplement en faisant les bons choix sur le juridique, sur le fiscal, en prenant toute la légalité. Parce que moi, mon but, clairement, et ça a toujours été le cas quand j'étais en cabinet d'expertise comptable, tous les contrôles fiscaux que j'ai eus, c'était toujours du zéro. J'étais tellement heureuse de ça. Et là, de la même manière, en fait, ce qu'il faut simplement, c'est faire une lecture de ce qui est possible sur le plan légal et de l'appliquer à ton cas de figure. Et là, je découvre des choses qui sont absolument incroyables. Quand je présente ça à mes clients, de la même manière, j'ai l'effet, tu sais, les yeux qui sortent comme ça, comme dans le dessin animé. Et là, je dis, là, vraiment, il y a un truc en fait. Donc, je creuse au fur et à mesure. J'affine la méthode, j'affine la présentation. Et finalement, au fur et à mesure, plus je fais des audits, des consultations individuelles, plus j'affine toutes ces méthodes, tout le savoir, surtout toutes les questions qui reviennent de votre part. Et je me rends compte de la même manière que moi, j'ai fait le choix aussi de m'installer en micro-entreprise par simplicité. La micro-entreprise, c'est vraiment un statut que j'ai choisi au départ pour la simplicité, tout simplement. Mais c'est véritablement un statut que j'ai découvert parce que quand j'étais en cabinet d'expertise comptable, je conseillais uniquement des entreprises, donc des sociétés bien établies, SARL, SAS, etc., mais pas du tout des micro-entreprises. Donc j'ai dû, moi, déjà apprendre à maîtriser le statut. Qu'est-ce que tu déclares à l'URSSAF? Qu'est-ce que tu déclares à France Travail? Comment ça se passe concrètement? Comment tu sais qu'à la fin du mois, il te reste tel salaire que tu peux prendre, etc. Et au fur et à mesure des audits et des consultations individuelles que j'ai réalisées, je me suis rendu compte de toutes les questions qui reviennent. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas de conseils, mais tu as des vraies questions, des vraies problématiques qui reviennent. L'activité, ça y est, ça fait 3 ans que je suis à mon compte.
Mon activité vraiment, plus de consulting et en étant indépendante, ça fait un an et demi. Non, un an et demi pour le coup que j'y suis. Et là, ça y est, au niveau chiffre d'affaires, au niveau salaire, eh bien clairement, je suis revenue au niveau que j'avais auparavant. Et ça y est, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je suis à mon compte. Un an et demi, ça y est, que je suis vraiment à mon compte à proposer mes propres offres, plus seulement une activité de consulting, mais vraiment créer mes propres activités. Donc je me considère vraiment maintenant comme chef d'entreprise puisque je propose quelque chose de différent aux autres. J'ai réussi à atteindre mon ancien salaire de cadre. Ça y est, ça c'est pérenne, ça y est. Et ce que je veux te dire par là, c'est que j'ai désormais 2 convictions. C'est que pour t'en sortir, quand tu es indépendant, il y a le volet véritablement de la vente, c'est-à-dire réussir à avoir suffisamment de visibilité, augmenter ton chiffre d'affaires, proposer les offres qui vont être cohérentes par rapport à tes clients, ton audience, avec qui tu travailles finalement. Et le deuxième volet, c'est le volet financier. Vraiment de manière encore plus accrue qu'auparavant, je suis certaine que c'est un game changer. C'est-à-dire que quand tu maîtrises tes chiffres, quand tu fais les bons choix pour ton entreprise, eh bien, véritablement, tu as un impact sur ton salaire. Et on me dit parfois, mais moi, j'ai horreur en fait de la compta, j'ai horreur des chiffres, etc. Mais ce qu'il faut te dire, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais quand tu maîtrises tous ces éléments, finalement, ça fait partie du job de chef d'entreprise. Et vraiment, les meilleurs chefs d'entreprise que je connais, c'est vraiment ceux qui maîtrisent cet aspect-là, parce que ça fait partie du job tout simplement. Donc ce qu'il ne faut pas, c'est te dire je vais me former pour devenir comptable, expert comptable, etc. Non, tu te formes à devenir chef d'entreprise et à savoir pourquoi tu fais les choix et quelle incidence ça a sur ta propre fiscalité, sur ton propre salaire in fine, ou même simplement sur ta trésorerie qui te permettent d'investir encore davantage dans ton entreprise. Le troisième volet dont je suis persuadée également, mais ça on en reparlera bientôt, c'est d'ailleurs tout le nom Business et moi, c'est de quelle manière tu arrives à faire les montagnes russes avec ton activité. C'est-à-dire qu'un jour tu es ultra excité, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu es vraiment comme ça excité, et le jour d'après tu es en plein doute, en plein questionnement, en plein remise en question. Et ça, véritablement, si tu arrives à maîtriser ces 3 aspects, en fait, concrètement, c'est game changer. Alors je te dis bienvenue chez Business et moi, et je te souhaite une belle journée, une bonne écoute, et je te dis à bientôt.